pour l'instant, fait des entretiens avec que des gens qui viennent de la génération cinéphile. Ah oui. La cinémathèque, les écoles, le Mac Mahon. Ça nous intéresse justement d'interviewer maintenant Bertrand Burgalat, qui est né en 1963, donc au fond d'une génération qui n'a pas connu l'ancien régime de la cinéphilie. Je trouve que dans ta musique, parfois dans certains textes, c'est très cinéma. Alors c'est pas caricatural ce que je veux dire, hein, mais il y a des images qui viennent toujours dans les textes. On sent que tu choisis des auteurs qui ont le sens, non pas simplement le sens des mots hein, et des jeux de mots parfois, mais le sens des images et comment les mots peuvent évoquer des images, moi qui me font penser à des films, à des ambiances. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes premiers souvenirs d'amateurs de cinéma? On va peut-être aller même retrouver ton adolescence et les premières fois où tu vas dans ces salles obscures. Les premières fois où je suis allé au cinéma, je pense que c'est quand j'étais tout petit, quand j'étais en maternelle, j'habitais à Mont-de-Marsan et je me souviens que les films, on allait d'aller les voir à Dax plutôt, et c'était les films de Walt Disney, les dessins animés de Walt Disney. Et après, où j'ai commencé à voir des films un peu plus tard, mais je devais être en CE1, c'était à Vannes, et il y avait un cinéma, je crois qu'il avait été assez important pour René d'ailleurs, mais enfin je le savais pas à l'époque, il s'appelait je crois le Galatée, et qui est près des remparts, près du port. Et là j'ai vu, les Midas en folie, et cette Mercenaire, des choses comme ça. Je crois que la première fois que je suis allé au cinéma, ça devait être dans une grande salle, genre Kino Panorama ou au Rex, et ça devait être 20 000 lieues sous les mers. Et j'avais été assez traumatisé par la scène de la pieuvre, voilà. Et à l'époque, ou plus tard d'ailleurs, est-ce que tu seras marqué soit par des acteurs, soit par des réalisateurs, soit par des types de films? Une grande partie des films que j'ai vus, c'est là où je suis pas du tout dans une je suis pas un cinéphile. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues de façon accidentelle, petit. Les choses qui m'ont marqué enfant, je les ai vues de façon accidentelle à la télévision. Je suis pas spécialement nostalgique quand je repense vraiment au premier choc comme ça. Il y a des choses que j'ai mis très longtemps à retrouver. Il y a une scène dans le Judex de Franju qui m'avait beaucoup marqué, qui était une scène que je trouvais assez érotique. Mais voilà, c'est des choses qui m'ont marqué de façon assez inconsciente. Il y a un film qui a eu beaucoup d'importance pour moi, mais dont j'ai beaucoup parlé parce que c'était un peu mon Rosebud. C'est un film tchèque qui s'appelle Automate des désirs en français, ou Les Chevaliers des rêves, ou Les Chevaliers du rêve, je sais plus, il y a eu plusieurs titres, et que j'ai vu en 68 à la télévision, et j'ai mis beaucoup de temps à retrouver, à essayer de faire ressortir, et j'ai eu la chance, il y a 10 ans, j'avais une carte blanche sur Ciné-Cinéma, et on avait pu le diffuser. Et pourquoi ce film t'avait marqué? Parce que film tchèque, assez peu connu. Eh bien parce que ça faisait partie, parce que c'était un film assez merveilleux, c'est des enfants qui rentrent dans une fusée, alors je comprenais pas très bien, j'étais persuadé que c'était américain, ils avaient des têtes de petits américains, non, c'était des petits tchèques, et ça se passe je pense que ça se passe à Brno pendant une foire commerciale, comme ça, ils rentrent, il y a une machine qui va exaucer leurs désirs, et il y a un automate qui s'appelle l'automate sonore, il y a tout un monde, à la fois dans un monde réel et complètement transfiguré, merveilleux, et qui m'a ébloui. Et c'est vrai que de la même façon que un peu plus tard, quand j'avais 12-13 ans, au ciné-club, je pense, de FR3 à l'époque, je crois que c'était FR3, je sais plus si c'était Antenne 2 ou FR3, j'avais vu Marianne de ma jeunesse. Et ça se rattache pour moi à ce genre de cinéma, et c'est des films, c'était très rare, parce que la plupart des films étaient dans un monde assez quotidien quand même. Et là, il y avait quelque chose, oui, un peu onirique. Ouais, d'onirique. Et mais ça s'est fait, voilà, de façon très très empirique. Et j'ai pas du tout je suis pas cinéphile au sens théoricien, mais de la même façon qu'en musique, j'ai une façon de l'apercevoir qui est pas très théorique finalement, qui est très instinctive. Est-ce que cette culture cinématographique, là, on passe peut-être au moment où tu découvres le cinéma peut-être plus en profondeur? Est-ce qu'il y a un moment à la fin de l'adolescence peut-être, où tu vas commencer à être un admirateur de tel cinéaste, ou de tel acteur, ou de tel type de cinéma? Oui, mais ça se fait, encore une fois, tout d'un coup, tu vois un film de Louis Malle, puis t'en vois un autre, et tu te dis, tiens, ça n'a rien à voir, mais à chaque fois, il y a plein de catégories comme ça, je dirais. Je pense à Louis Malle comme ça, parce que il passait des Asie dans le métro,
au Souffle au cœur, ou Atlantic City, à chaque fois c'est différent. Il y a un autre cinéaste comme ça, où on tire un peu la plotte, et John Boorman, passer de Zardoz au Tailleur de Panama, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est un type de cinéaste qui m'intéresse, parce que je trouve qu'il y a une liberté, c'est pas prévisible. Et en même temps, il y en a d'autres que je trouve formidables, et au contraire, où tout est extrêmement resserré, et chaque film est millimétré, je pense à des Kubrick ou des Melville, où on sent quand même une précision, et donc je suis pas du tout, voilà, il y a des films imparfaits qui me semblent très intéressants. Je cherche pas. Tu peux en parler de ces films imparfaits? Tu penses à quoi, par exemple? Parce que souvent, j'ai remarqué dans les goûts, on est attaché à des cinéastes évidemment, mais on est aussi attaché à certains films presque pour des raisons extra-cinématographiques, si je puis dire, parce que il y a une émotion qui se dégage à travers un plan ou l'apparition d'une actrice. Non, je pensais à rien de particulier, mais juste avant de démarrer, on parlait de Mocky, par exemple, et qui est l'archétype du cinéaste qui paraît bâcleur. Mais en même temps, il y a énormément de films de Mocky qui sont probablement faits dans un désordre et une avarice invraisemblable, etc. Mais il y a une qualité d'image. Il y avait, en tout cas pendant longtemps, qui était assez incroyable. Même dans les années 90, je pense à des films comme Ville à vendre, c'est Armor l'arbitre. Plastiquement, c'est des films qui sont qui se tiennent vraiment. Mais voilà. Disons que je suis pas dans un truc du bon goût. Je trouve que c'est assez formidable quand on a la chance comme moi de faire des choses un peu publiques. On est tout le temps, on est souvent sollicité pour c'est quoi que ce soit en musique ou autre chose, pour parler de choses qui nous ont marqués. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est une opportunité formidable c'est une chance formidable de pouvoir faire passer des choses qu'on a aimées, essayer de les faire aussi apprécier par d'autres personnes. Mais dans ces cas-là, je trouve que c'est très important de faire complètement abstraction de toute idée de bon, de mauvais goût. Je trouve assez génial quand on voit un film qui a du succès, un cinéma populaire, et qui est de qualité. Et ça, je trouve que c'est probablement même ce qui est le plus difficile. Je pense qu'il y a un mode de financement du cinéma, mais c'est un peu ce qui risque d'arriver maintenant en musique, qui peut être assez pervers là-dessus. C'est-à-dire que ça peut être une prison dorée et qui peut engendrer un cinéma d'avant-garde qui est pas vraiment d'avant-garde et un cinéma populaire qui est pas si populaire et bien fichu que ça. Et donc il peut y avoir une espèce comme ça de chape un peu anesthésiante, et une grande partie des réalisateurs et réalisatrices que je connais sont contraints quand même. La majeure partie de leur temps aujourd'hui, ils la passent à préparer des dossiers de subventions, de commissions, d'aide à l'écriture, de choses comme ça. Et finalement, ils tournent très peu. Par exemple, il y a jusqu'à sa mort quasiment quelqu'un qui a été sous-estimé, c'était Claude Sautet. Mais il y en a un que je trouve tout à fait sous-estimé aujourd'hui de son vivant, c'est Lelouch, par exemple. Alors on va revenir sur Lelouch, mais j'aimerais te poser une question avant, parce que tu as utilisé le terme plastique. Et en effet, particulièrement en France, on a l'impression qu'il y a un cinéma un peu trop littéraire, ou excessivement basé sur le scénario, le dialogue, ou avec la référence littéraire. Et plastique, on oublie parfois que le cinéma, c'est aussi un art visuel. Ouais, mais alors le côté littéraire, ouais, mais j'en pense que le cinéma littéraire, parfois tu vois des scénarios, tu te dis, ça aurait été bien avant qu'ils commencent à spignoler sur l'étalonnage, par exemple, ils auraient peut-être mieux fait d'écrire un peu un scénario un peu meilleur. Et je pense qu'au contraire, c'est pour ça d'ailleurs qu'avant c'était souvent complètement, il y avait une division du travail où des dialoguistes comme Audiard écrivaient rarement les scénarios et vice versa. Enfin, mais je pense que là, et le cinéma américain, y compris le cinéma commercial américain, c'est un cinéma quand même où souvent les scénarios sont extrêmement bien ficelés. Et moi, je le vois en tant que musicien occasionnel de musique de film. Il y a des films, on voit tout de suite que le film va être bien quand même. On sait pas exactement ce que ça va donner, mais c'est bien écrit. Si c'est bien écrit, il y a de fortes chances que la suite soit au même niveau. Mais quand un scénario a des faiblesses,
ça sera de toute façon bien pire après. Et moi, je suis sidéré parfois que certains producteurs laissent passer des trucs où on se dit, mais c'est pas possible. J'entendais le littéraire d'ailleurs par un cinéma peut-être un peu bavard, voilà. C'était pas le fait que le scénario est essentiel dans le cinéma, mais j'entendais plutôt le littéraire d'un certain cinéma français parfois bavard. Voilà. Et écrasé par la référence romanesque, par exemple. Les amoureux de cinéma ou de musique qui font des films, ils peuvent être tétanisés par leurs admirations. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, on voit souvent des gens brillants qui connaissent la littérature par cœur. On se dit, mais ils pourraient faire des super bouquins, mais ils osent pas. Et finalement, quand ils les font, c'est souvent décevant parce qu'ils ont tellement peur. Et en musique, c'est pareil. Il y a énormément. Moi, je suis très admiratif souvent de musiciens qui ont une technique beaucoup plus aboutie que la mienne. Et après, quand j'entends ce qu'ils font, par exemple pour le cinéma, parfois, je me dis bon finalement, c'est pas du tout cette technique qui les inhibe, mais c'est je pense, c'est une peur de pas être digne des grands maîtres ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut aussi une forme de culot et d'innocence. Quand on travaille comme moi dans la musique, quand on est amené à travailler sur la musique d'un film, moi je trouve que la musique c'est un très très bon baromètre de ce que va donner le film. C'est-à-dire que moi, chaque fois que j'ai eu des difficultés avec un réalisateur pour le film était pas bien. C'est pas parce que genre il m'a pas pris, ça s'est mal passé, mais parce qu'en général, la musique c'est un symptôme sur un film. Donc le réalisateur qui l'appréhende avec intelligence, avec liberté, qui sait faire confiance aux musiciens, même si lui-même est angoissé pour son film, ce qui est normal, etc. Il y a de fortes chances pour qu'il soit comme ça avec les acteurs, avec le chef-op, avec tout ça. Et je pense que c'est pour ça que on se demande toujours c'est quoi un réalisateur de film, parce que il est là, il y a des personnes sur le plateau. Je me dis, je vois comment il travaille. Je pense à quelqu'un comme mon ami Benoît Forgeard, mais quand je vois Benoît sur le plateau, je me dis, je pourrais pas faire ce qu'il fait, parce qu'il a une vision très très précise. Il sait l'exprimer, que chacun de ses films, le scénario, il n'y a pas une ligne qui est laissée, il n'y a pas une syllabe qui est laissée au hasard. Qui est étonnant parce que quand on voit les films de Benoît Forgeard, qui ont l'air on a un exemple de foutraque d'improvisation. Voilà, ça a l'air totalement absurde, ça l'est pas du tout. Et chaque plan a été storyboardé, il a dessiné chaque plan, il connaît tous ses axes avant. Donc c'est et en général, on répète. Même les acteurs, chaque chose a été répétée avant, mais c'est une technique qui est au service, d'une vision. Mais il y a d'autres cinéastes qui ont une façon complètement différente de procéder, mais à chaque fois quand même, j'ai vu récemment, de temps en temps, je fais des apparitions comme ça, mais dire trois phrases dans un film de personnes qu'on connaît, et j'ai fait. L'an dernier, j'étais allé tourner 2 jours sur le film que Claire Denis a fait à partir de... elles ont écrit avec Christine Angot. Et donc, c'était les 2 premiers jours du tournage. Donc, c'est toujours un moment où on voit les gens un peu prendre leur marque. Et d'abord, j'avais trouvé le scénario vachement bien, parce que j'avais trouvé que on pouvait sentir tout... y compris dans le côté rythmique, les trucs d'Angot et tout ce que ça peut avoir. Titanic, presque. Ouais, voilà, Titanic. Et c'était autre chose en même temps. Et il y avait un humour, il y avait un truc, mais en tout cas sur le plateau, alors c'était très différent, parce qu'elle dirigeait les acteurs d'une façon très libre, elle parle à mots, sans dire des choses et de ça, mais elle arrive à ce qu'elle veut. Et mais en tout cas, c'est des personnes qui ont une façon quand même. On voit une vision, on voit où elle veut. Mais dans tes albums qui sont quand même très pas mis en scène, mais enfin c'est un peu des concepts albums à chaque fois. Il y a une construction, il y a un début, il y a une construction, il y a une histoire, il y a une amorce, etc. Est-ce que le travail des cinéastes t'inspire de ce point de vue-là? Oui, côté planificateur. D'abord, moi, quand je fais un disque, c'est parce que j'essaie de dire des choses et que j'arrive pas à dire vraiment autrement. Quand je fais de la musique, je peux avoir des images, des choses en tête, mais chez moi, c'est très inconscient. C'est justement, j'ai du mal à le formuler. C'est pour ça que je le mets en musique en général. Et c'est pour ça que j'ai du mal à écrire des textes aussi.
et que souvent finalement les textes qui disent le mieux ce que je peux ressentir sont écrits par d'autres, parce que du coup je me fais pas de barrage. Tu as parlé de Lelouch tout à l'heure, on va s'arrêter maintenant à des cinéastes que tu gères. Alors ça m'intéresse parce que c'est la première fois dans cette série qu'on parle de Lelouch. La plupart de nos précédents invités ne pensaient pas à Lelouch ou en disaient du mal. Alors pourquoi aimes-tu Lelouch? Qu'est-ce que tu trouves dans ce cinéma d'aussi intéressant? Justement, je trouve que c'est quelqu'un d'abord qui a de la technique quand même. Je pense que c'est quelqu'un qui sait diriger les acteurs. Voilà, j'ai pas du tout analysé le cinéma de Lelouch et qui a réussi à faire des films populaires. Et c'est pareil, c'est ce que j'aime, c'est que c'est inégal, mais c'est vivant. Et il y a des films très drôles. Je sais pas, L'aventure c'est l'aventure. C'est un très bon film. Mais je pense à La Bonne Année, des films comme ça. Et c'est quand même il faut quand même alors moi je m'étais même pas rendu compte, mais c'est mon ami Alain Kruger qui m'avait fait remarquer il arrive quand même au début de La Bonne Année, il fait huer un de ses propres films, puisque ça commence par une scène en prison où je pense que c'est pour les fêtes de fin d'année ou un truc, on diffuse un homme et une femme dans la prison. Il y a un chahut énorme. J'ai adoré moi là récemment il y a une image que je trouve absolument géniale où on voit Lelouch à l'église de la Madeleine avec son iPhone, qui fait un travelling avec son téléphone devant Lynn Renaud et Muriel Robin, la justice incarnée qui le regarde d'un air méprisant. Mais il avait raison, c'est un cinéaste de la vie, ce mec, et je trouve ça magnifique qu'il ait fait ça. Je veux dire, et que tout le monde lui soit tombé dessus. Peut-être que ce que tu apprécies chez Lelouch, c'est aussi le décalage qu'il a par rapport à son propre personnage et au fait qu'il ne se prend pas comme pour un pont, il sait qu'il est un créateur. Je pense que c'est un mec, il a rêvé ces trucs. On sent c'est un enfant qui rêve quand même. Il a créé, il a tout son truc, il a sa salle de projection. Il s'était fait son empire quand même. Et il a fait de mal à personne, quoi. Ces films, et je trouve qu'effectivement, il y a eu une espèce de mépris pour ce type-là, mais comme avant, il y a eu au moment de la nouvelle vague, il y a eu du mépris pour des cinéastes de l'ancienne génération, ou après le pauvre Sauté qu'on traitait de cinéaste giscardien jusqu'à sa mort, qui maintenant les mêmes ont complètement oublié tout ce qu'ils ont déversé sur lui, mais en tout cas quand on pense cinéma populaire de qualité, et il y a aussi quelque chose qui me touche avec Lelouch, mais comme avec Delon dans un autre genre, c'est aussi des personnes, c'est leur difficulté à continuer à faire des films, c'est-à-dire et à s'adapter à leur époque, des gens qui ont été des rois du box-office et qui tout d'un coup ils ont du mal, et je trouve ça touchant parce qu'on oublie des mecs comme Lelouch, ils ont régné quand même, ils ont fait des vrais succès, qui n'étaient pas des succès de snobisme ou des choses comme ça. Ils ont fait des films qui ont ému les gens. Donc moi je trouve ça très... Qui ont un peu représenté aussi leur époque. Son époque. Bien sûr. Un film comme L'aventure c'est l'aventure. C'est un film aussi sur 68 en quelque sorte, sur la fin des illusions. Et politiquement, c'est un film quand même très marrant. C'est un film, je veux dire, moi j'adore les films de Jean-Yann et tout ça, mais c'est un film assez acide. L'aventure c'est l'aventure, Denner, tout le passage Denner sur le terrorisme et tout ça est poilant. C'est bien, en tout cas c'est pas un cinéaste. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une liberté qui est vraiment intéressante. Pour parler aussi d'un d'un réalisateur, que tu as évoqué, je trouve que c'est important, même si aujourd'hui on en parle davantage qu'avant, il est beaucoup moins méprisé, c'est Claude Sauté, parce que je pense que ce que tu aimes, peut-être que je me trompe, mais dans Claude Sauté, c'est que tu as connu le monde dont il parle aussi. Oui, c'est vrai, c'est marrant, parce que, et surtout, je vois dans ce cinéma, effectivement, c'était un monde beaucoup plus, en particulier le monde des années 70, c'était un monde beaucoup plus gris, beaucoup plus noir que ce qu'on en voit aujourd'hui. C'était un monde d'affrontements sociaux quand même, qui était très fort, très violent. Et je trouve que souvent quand on parle, des gens, on a toujours tendance à idéaliser sa jeunesse. C'était pas du tout le Flower Power. Le Flower Power, c'était 10 ans avant. Mais en revanche, il y avait un peu des convaincus de fraîche date qui peut-être qui portaient les cheveux longs et tout ça, mais c'était pas une époque tendre, les années 70, en particulier en France. Mais c'était une époque, moi que je vois plus grise quand même.
Et il n'y avait pas que cette espèce d'hédonisme bourgeois. Et ce qu'on retient aujourd'hui, ce qu'on appelle les années 70, c'était des choses qui n'ont rien à voir. Ça me fait toujours marrer quand on voit les gens qui nous font un film dans les années 70, ils peuvent pas s'empêcher de mettre du mobilier design, des choses comme ça. Mais c'était mes parents, mon père était né en 19, ma mère en 23, c'était des gens de la génération de mes parents qui s'intéressaient à ça. Les jeunes, les gens qui avaient 20 ans dans les années 70, ils s'habillaient dans des trucs vieillots achetés aux puces, ils étaient dans des... voilà, les étagères design, c'était pour les médecins. C'était la France du Rotary qui s'habillait, qui mettait... donc il y a toute une esthétique années 70 qui est complètement... qui me semble complètement factice. Quoi. On voit quand même dans Sauté qui représente bien cette époque, justement sa noirceur, même si c'est très centré sur une classe sociale, puisque c'est le cinéaste de la bourgeoisie, et je l'emploie pas du tout dans le terme péjoratif, bien qu'il y ait aussi Max et les Ferrailleurs, où on voit aussi des classes... d'autres classes que celles de la bourgeoisie. Est-ce que tu penses pas que dans le cinéma de Claude Sauté, comme dans le cinéma des années 70, moi ça me marque particulièrement, mais on pourra dire autant pour les films de Grangier pour les années 50, qu'on voit à travers ce cinéma aussi, ils ont presque un intérêt anthropologique aujourd'hui, puisqu'on voit des types d'hommes et de femmes qui ont disparu. Oui, mais est-ce que je sais pas, les Stéphane Audran, les Romy Schneider, est-ce qu'elles ressemblaient vraiment aux femmes des années 20. Oui. Non, mais aux elles-mêmes aussi. C'est-à-dire, il y avait déjà peut-être ça. Je dis ça pour me rassurer. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être du cinéma italien? Parce que je crois que tu as un intérêt particulier. J'avais vu un entretien où tu parlais de Dino Risi, tu parlais de cinéastes italiens aussi plus récents. Je pense à un film comme Romanzo Criminel. Est-ce que le cinéma italien, en tant que spectateur, t'a marqué particulièrement? Oui, bien sûr. Le cinéma italien m'a beaucoup marqué. Bien sûr, les films de Nino Risi, un film comme Le Fanfaron, c'est un film vraiment mais aussi les films de Monicelli. Et c'est vrai que la première chose qui me vient à l'esprit quand tu parles de cinéma italien comme ça, c'est leur capacité quand même à parler de politique et de la société avec un regard que je trouve à la fois très acide et peut-être moins manichéen qu'on peut le connaître en France. Et je me souviens déjà quand j'avais 20 ans, on avait un ami qui nous parlait beaucoup de Nous voulons les colonels de Monicelli, mais Nous voulons les colonels de Monicelli, c'est donc sur l'Italie début des années de plomb, on va dire. C'est le putsch borghese et tout ça. Mais comme La marche sur Rome de Dino Risi, c'est vu comme une espèce d'opéra bouffe, et en même temps, et ce qui est tout à fait vrai, et en même temps, avec une précision, une exactitude dans la satire qui est extraordinaire. Et je trouve que la satire politique comme ça, elle est d'autant plus réussie qu'on sent une grande connaissance du truc. Je pense que dans Nous voulons que les colonels, Tognazzi joue un député MSI, on sent un MSI et il est absolument parfait. Et il y a tout d'un coup, il y a un camp d'entraînement ou un truc, mais c'est, quand on a connu un peu la fin de ces années-là, on a l'impression vraiment de voir ce monde-là. Et j'ai jamais vu l'équivalent en France. Et comment tu l'expliques ça, que les Italiens sont davantage que nous capables de faire de la satire, des films de satire politique? Même si on peut dire d'ailleurs que le cinéma français, justement dans les années 70, je pense même à des films d'Henri Verneuil, a su parler de la politique. Oui, c'est vrai. 5 milliards de dollars. Ouais. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais parce que je pense qu'en Italie, on parle de politique différemment, avec des qualités et des défauts différents. Et que les affrontements peuvent y être à la fois très violents, ils peuvent être tout aussi manichéens, mais il me semble que il y a des choses sur lesquelles il y a une intelligence, quand même, dans l'affrontement, dans l'affrontement dialectique qui est, en tout cas, ça me paraît très différent. Et en tout cas, il y a moins de films. Moi, j'ai eu, alors c'est peut-être ce qu'on voit ici, mais j'ai moins de souvenirs de films un peu navrants et bébêtes dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que on parlait de Mon frère et fils unique de Daniel Lucchetti, qui doit avoir été fait il y a une dizaine d'années. Ça serait génial de faire un film comme ça en France, mais ça serait pas facile. On pourrait le faire. Mais je trouve ça serait difficile de trouver un ton qui soit juste, où on donne pas l'impression d'idéaliser tel ou tel camp,
par exemple, dans Mon frère et fils unique, il y a une scène de bagarre où des militants du MIS encore interrompent une représentation de l'Internationale dans un opéra ou dans un théâtre, mais c'est très bien filmé. Par exemple, ce genre de bagarre, j'ai vu une fois très bien filmé en France. C'était dans le film d'Antoine Decaune sur l'affaire Yann Pia. D'accord. Il avait fait un film sur l'affaire Yann Pia qui était très bien, mais on voit, c'est très bien tourné ce truc-là. On voit un meeting comme ça dans le sud-est de la France, perturbé là, par ses ennemis politiques. Et ce genre de truc, enfin, c'est pas facile à filmer cette dynamique-là. Des mecs qui arrivent, qui foutent le bazar, et puis tout dégénère, etc. Et c'était très bien tourné. Mais ça me paraît effectivement très rare au cinéma de voir ce genre de choses. On n'a pas évoqué, on pose toujours cette question sur la nouvelle vague, parce que malgré tout, la nouvelle vague, c'est une rupture dans le cinéma français, une rupture évidemment avec un certain cinéma populaire qu'on a eu à ce moment-là, commencé à mépriser, et on a oublié des œuvres, même celles de Grangier, ou celles de Clouzot, des grands cinéastes comme ça ont été, alors je mets Grangier pas au même niveau que Clouzot, hein, ou que l'auteur de Quai des Brumes, dont je me rappelle plus le nom, peu importe. Pardon? Carnet, enfin tout un grand cinéma populaire. Quel est ton avis sur la nouvelle vague? Est-ce que il a changé au cours des années, ou tu restes attaché, ou tu n'as jamais été attaché à la nouvelle vague? Non, moi, là encore, je suis très empirique, c'est-à-dire qu'il y a des films, il y a des choses que je trouve formidables. Bon, on laisse de côté le côté on va tuer le père, et tout ça, parce que c'est un classique et c'est assez désolant. La cruauté qu'ils ont eue à l'égard de certains cinéastes qui finalement souvent étaient plus audacieux qu'eux. Duvivier, par exemple. C'est pas la peine d'avoir cassé les uns les autres pour faire le dernier métro, quoi. Bon, mais Godard, alors quand on s'intéresse justement au son et à la musique, Godard, on est obligé de voir que alors c'est Godard plus Coutard, plus c'était Georges de Borgard, je crois, le producteur, mais cet attelage, tout d'un coup, à bout de souffle, le fait par exemple qu'à bout de souffle, il n'avait pas de son synchrone, et que donc tous les dialogues ont été refaits en studio. Il y a la musique de Marcel Solal aussi. Plus Solal, mais qui a un pianiste génial et tout, mais ce truc de resynchroniser complètement les dialogues, c'est quand même moi ce que j'aime là-dedans, c'est cette espèce de brutalité avec la technique quand même. Et le fait que des images soient faites par un reporter de guerre, quand même, par un caméraman de guerre, au départ, Coutard, qui a fait des images fantastiques. Et donc, je trouve qu'à bout de souffle, techniquement, c'est quand même un film extrêmement, novateur, quoi, de ce point de vue-là. Après, moi, voilà, les histoires de toute façon, de groupes comme ça, autoconstitués, et je trouve que chez Truffaut, il y a des choses très bien aussi. Après, voilà, je pense pas qu'ils avaient besoin de détruire les uns ou les autres. Ils en sont revenus d'ailleurs parfois, puisque parler de Truffaut, il fait du cinéaste très pépère à la fin de sa vie. Mais après, voilà, il y a eu des choses. Je trouve que il y a des gens qui ont été en périphérie que j'aime beaucoup. Je pense à Jean-Daniel Paulet. Paulet, vraiment l'acrobate, c'est un de mes films préférés. Mais tous les films de Paulet, même ces films complètement abstraits. Il y a quelqu'un aussi qui était pareil à Elysia, la nouvelle vague, et je trouve qu'il est encore en vie et c'est bien de lui rendre hommage, c'est Jacques Rosier. Oui. Et Rosier, alors voilà, tout à l'heure tu parlais des films un peu mal foutus. Rosier, il a jamais réussi à finir un film. C'est-à-dire, moi j'avais fréquenté il y a une quinzaine d'années, il avait un super projet. Ça s'appelait, je crois, Le Perroquet Vert. Il racontait le début, il disait, mais c'est terrible, faut le faire et tout. Puis il disait, mais ensuite. Et en fait, je pense qu'il a peur de finir ses films. Et souvent, ces films finissent un peu en autre boudin. Adieu Philippines, Mène Océan. Et c'est superbe. En même temps, il y a un charme. Je trouve qu'il y a une joie. Il y a quelque chose de très beau chez Rosier. Et en même temps,
voilà, c'est pas un théoricien. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté sectaire quand même que pouvaient avoir en tant que groupe les gens de la Nouvelle Vague. Mais Rosier, c'est voilà, de cette génération, quelqu'un évidemment que j'aime beaucoup, qui n'était pas associé à ça, c'est Schoendorfer. Mais j'y pense aussi à cause de Coutard. On parlait de Coutard et Schoendorfer, et y compris, tu vois, quand Claude Rich est mort. Quand tu parles de Coutard, il faut rappeler que Coutard a été le caméraman, enfin le chef opérateur. Le chef opérateur, voilà, pour la 317e section. Ouais, c'est ça. Quand même un des meilleurs films de guerre. Parce que je crois qu'ils avaient décidé, l'un et l'autre, ils s'étaient rencontrés en Indochine, et genre le premier qui ferait un film aiderait l'autre. Je crois que ça s'est passé comme ça. Et quand Claude Rich est mort, j'ai revu sur Arte, ils ont passé le Crabe-Tambour. Et ce film est tellement beau. Et là, on voit justement dans la musique, dans l'utilisation de la musique préexistante, qui est pour moi un des trucs que je trouve atroce aujourd'hui, c'est que quand un cinéaste sait pas trop ce qu'il veut, qu'il a un peu peur pour son film, il commence à monter, il met des tubes ou des morceaux déjà faits, et après voilà, et donc il sait que c'est comme si moi je faisais un clip pour mon album, et puis je sais pas, je prenais des images de Ben-Hur, puis après j'arrive il y a un mec qui arrive avec son caméscope et je lui dis tu peux me faire la même chose. Donc bon, ça va être un peu compliqué. Donc ils font des choses comme ça, mais je trouve que il y en a qui sont arrivés à le faire très bien, et c'est vrai que Kubrick l'a fait de façon magistrale parce qu'il utilisait la musique préexistante, mais ça devenait presque quelque chose d'original avec lui. Il l'utilisait, il ressortait complètement les choses de leur contexte, comme Ligeti. Mais là, Schoendorfer, dans la musique, dans le Crabe-Tambour, c'est Philippe Sard. Il y a une espèce de phrase un peu abstraite, une espèce de cluster de cordes comme ça, des trompes de chasse ou des trompes, je sais pas si c'est des trompes de chasse, mais et tout d'un coup, il y a une scène de bar où ils sont tous en train de picoler. Normalement, quelqu'un aurait mis un truc, je sais pas, du Michel Delpech, ce qu'on écoutait dans ce genre d'endroit. Et là, on entend Cachemire de Led Zeppelin. Et je pense que Schoendorfer a pas mis ça, genre, je m'y connais, j'aime Led Zeppelin. C'est purement instinctif. Il a écouté des trucs, il a dit, tiens, ça irait bien. Et c'est extraordinaire qu'il soit tombé sur ce morceau, et qu'il ait percuté, et qu'il ait mis ça sur cette scène. Je trouve que ce film, même à la troisième vision, tient bien, et on en voit à quel point c'est un grand chef-d'œuvre, et avec notamment cet usage de la musique de Sard, mais aussi des sons de la mer, des sons de du bord, de la jungle aussi, avec les passages en Indochine. Et je pensais à Melville, justement. Melville a travaillé avec François Droubet. Oui, il a travaillé avec François Droubet, et ensuite avec Éric de Marsan. Ouais. Et pour le samouraï, je crois, François Droubet. C'est François Droubet, oui. Alors, puisqu'on parle il y a aussi Éric de Marsan. Enfin, c'est de là qu'ils ont continué. Puisqu'on parle de musique et de cinéma, et puis tu parles de François Droubet, mais ce sont des compositeurs à part entière, qu'on peut écouter d'ailleurs sans forcément voir les films. Je sais pas, la musique du samouraï, ou les musiques des aventuriers que Droubet a écrit peuvent s'écouter comme du jazz, un bon jazz, ou de la musique, pas de la musique de film, comme on dit, parce que c'est très péjoratif, le terme musique de film, parfois. Est-ce que tu as un regard, est-ce que tu as été influencé, est-ce que tu as un regard, sur certains musiciens de cinéma qui t'ont influencé, justement, il y a tellement de catégories, parce que François Droubet, c'est un autodidacte. Et je me sens plutôt dans cette catégorie. Et c'est quelqu'un donc qui s'est fait son langage à lui. C'est ce qui fait que ses musiques sont si identifiables quand même. Et il y a ça. Après, il y a des gens, donc justement à l'inverse, c'est Michel Legrand, c'est-à-dire une espèce d'enfant surdoué qui a une technique époustouflante. Et ça donne des choses extrêmement différentes. Et c'est marrant parce que les deux, il y a Stéphane Le Rouge, qui est ce spécialiste de la musique de film, qui s'occupe de ressortir la plupart des grands compositeurs, et qui travaille avec eux beaucoup. Il avait retrouvé la partition, enfin ce qu'avait fait Legrand pour attends, c'est pas pour le samouraï, quand ils sont place Vendôme là. Cercle rouge. C'est pour le cercle rouge. Et pour le cercle rouge, Legrand avait fait une musique qui
était bien, hein. C'était une espèce de jazz parfait. Et Melville l'a pas pris. Et il a pris Éric de Marsan. Et ça arrive. Il y a ce truc, il y a Chinatown de Polanski comme ça, où il avait demandé à un jeune musicien, je sais pas qui, on lui avait recommandé pour Chinatown, et je crois mais 15 jours avant la sortie, on lui dit de partout, il y a un problème avec la musique. Ils sont allés chercher un vieux ponte de la musique de film d'Hollywood qui est un peu pour arbitrer, quoi. Et qui a dit, bah non, le film est super, ils avaient fait des tests et tout ça, mais ça va pas. Et donc 15 jours avant, ils ont appelé 2-3 compositeurs, il y a Jerry Goldsmith qui a déboulé, je crois ils l'ont même pas rencontré sur le moment, et en 2 semaines, le truc était fait, quoi. Donc il y a des choses comme ça mais donc il y a des compositeurs la musique de film, il y a des parcours très très différents, et il y a des compositeurs et des musiciens que j'aime beaucoup, qui ont eu beaucoup de mal finalement à s'entendre avec des cinéastes, parce que ça demande certaines qualités ou certaines choses. Je pense à quelqu'un comme Jean-Claude Vannier, qui est un super musicien. Vannier a fait très peu de musique de film. Il en a fait souvent un peu pour le compte de Gainsbourg, qui était signé Gainsbourg, mais en tant que musicien, parce que je pense que c'est quelqu'un de très intègre. Il faut pas être malhonnête du tout pour faire la musique de film, mais quelqu'un comme André Pop, il y a plein de très bons musiciens et extrêmement capables pour faire ça, qui n'ont pas eu forcément la possibilité de le faire. Et inversement, il y a des très bons musiciens de musique de film qui n'ont jamais fait de chansons. Vannier, c'est vrai que ça s'y pas très. Vannier, ça serait formidable, mais finalement, il a eu très peu. On a fait très très peu appel à lui, ce que je trouve très dommage. Alors toi, comment tu as commencé à être compositeur pour le cinéma, puisque ta carrière. Bah, j'ai fait d'abord des courts-métrages, des choses. J'avais fait un truc pour Philippe Parreno. Après, je dirais que la première vraie musique de film, j'avais travaillé, mais c'était vraiment un travail, je dirais pas de maître nageur, mais j'avais aidé Cyril Collard sur ses chansons des Nuits Fauves, mais c'est pas de la musique de film. C'était lui rafistoler un peu, l'aider à faire ses chansons. Mais c'est pas moi qui ai fait la musique, c'était un de ses amis, René Marcbini, qui avait fait le reste de la musique. Et moi j'avais fait parce que j'étais persuadé que ce film j'avais pas du tout aimé le film, j'avais été touché par par le bonhomme, qui était quand même hyper dur, pas facile, mais je m'étais dit bon c'est pas bien ce truc-là, mais de toute façon ça va se planter. Personne s'en rendra compte que de toute façon j'avais pas été crédité, donc ma carrière était pas en jeu, mais et puis j'ai vu l'avant-première, j'ai vu Lelouch dans la salle justement, j'ai vu qu'il se passait un truc énorme. Je me suis dit merde, j'aurais peut-être dû demander être un peu plus exigeant sur le contrat, mais parce que j'ai rien touché après, mais c'est en fait la première vraie comme ça où j'ai eu la chance d'avoir un orchestre complet et tout, c'était pour Quadrille de Valérie Lemercier, qui était c'était une série que produisait Daniel Toscan du Plantier d'adaptation comme ça de Guitry, qui était très difficile parce que on disait tout le monde c'était un poncif un peu Guitry ça a pas vieilli, non c'est formidable, c'est extrêmement bien écrit, mais la langue c'est une langue qui malheureusement le monde a changé de telle façon que c'est quand même très compliqué. Mais j'avais eu la possibilité, j'avais 28 musiciens, j'avais tout écrit, arrangé. Et comment ça s'était passé d'ailleurs, Quadrille, dans la préparation l'écriture tu t'étais plongé je voyais les images, j'avais un magnétoscope chez moi, un chronomètre, et puis je regardais les scènes, et puis j'écrivais. Et voilà, il n'y avait pas d'ordinateur. Et c'était les mots qui t'évoquaient des musiques, les images? Non, je voyais les endroits où il fallait de la musique, etc. Après, je me suis rendu compte, il y a des choses auxquelles il faut faire attention, mais on n'a pas toujours forcément la possibilité. Il faut que la musique soit bien mixée après, etc. Il faut faire attention. C'est-à-dire que tu fais ton mixage de musique, mais après, si l'ingénieur du son qui mixe le film ne sait pas bien mettre la musique, ça peut être une catastrophe. Par exemple, très souvent, un truc qui me rend dingue, c'est que tu fais vraiment cette musique pour telle scène,
et pour qu'à la fois elles se fondent dans les dialogues, par exemple, et dans la scène, tu laisses résonner les instruments à la fin, pour que justement on n'ait pas l'impression que ça sort d'un disque, que ça soit... Et ils ont tellement l'habitude maintenant d'utiliser des trucs préexistants qu'à la fin, l'ingénieur fait un fade, donc tout d'un coup coupe la musique, alors que ce qui était bien, c'est que ça s'intère, voilà, ça sert, ça continue. Et donc voilà, mais donc j'avais fait quadrille et je me disais je suis content, je vais pouvoir en faire d'autres. Puis c'est passé des années avant que je puisse faire d'autres choses. Et finalement, ça n'avait eu aucun impact. Et ce qui m'a un peu redonné un peu confiance en moi, c'est après quand j'ai travaillé avec Élise Gérard d'abord, qui faisait un film Belleville Tokyo, qui avait vraiment pas de moyens, mais elle avait quand même, il y a Renato Berta qui avait fait qui avait fait l'image. Bon, elle s'était débrouillée, et ce qui est terrible, je crois que c'est Michel Colombier qui disait, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses. Il disait ça aux producteurs. Si vous voulez une bonne musique de film, idéalement il faut du temps et de l'argent, mais et vous pouvez avoir la qualité. Il y a les trois trucs. Mais si vous n'avez pas d'argent, mais si vous avez du temps, on peut arriver à un truc bien. Si vous n'avez pas de temps, mais vous avez de l'argent, on peut y arriver. Mais si vous n'avez pas de temps et pas d'argent, ça va être compliqué quand même. Vous pourrez pas. Et très souvent, évidemment, le classique, c'est le producteur arrive à la fin, le film est fini, il dit il n'y a plus d'argent, et puis il faut que la musique soit prête dans 10 jours. Là, ça devient vraiment compliqué d'avoir un truc de qualité. Mais quand il y a peu de moyens, mais qu'il y a une cinéaste qui te fait confiance, finalement le fait d'être dos au mur sur un plan créatif, c'est pas mal. Donc quand avec Ellie, je m'étais enfermé 3 jours avec elle en studio, on regardait les images, je jouais, il n'y avait pas d'argent pour payer des musiciens. Donc je jouais un truc au piano, et puis elle me disait, ah ça me plaît bien, je refaisais, après j'allais jouer un autre instrument, j'allais faire du vibraphone, et on faisait tout un peu comme ça. Et moi, voilà, ce manque de moyens, souvent, en général, quand on fait appel à moi, c'est des films compliqués, difficiles à monter, il y a peu de moyens, ça me navre. Sur un plan personnel d'abord, de pas gagner plus d'argent, ou de pas en gagner du tout, ou parfois même d'en perdre sur le moment. Mais sur un plan créatif, je trouve que ça oblige à sortir de certains automatismes et de se dire une musique de film, c'est pas forcément un faux morceau de musique classique, une mauvaise copie d'un thème de Brahms ou un truc avec 80 musiciens. Et je trouve que on peut faire une musique de film réussie avec un micro. À partir du moment où on a un micro pour enregistrer quelque chose, on peut faire une musique, on prend une guitare, on prend un piano, on prend un truc, et on peut avoir une musique peut-être plus intéressante que d'avoir plein de trucs. T'as préféré la contrainte qui te motive, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ouais. Donc plutôt que de m'en plaindre, j'essaie de me dire mais peut-être même parfois on me dirait voilà, il faut faire ça uniquement avec je sais pas quel instrument, c'est intéressant. Mais après il y a plein d'autres. Je sais que des gens comme Philippe Sard, eux, leur astuce, c'est souvent de prendre un très bon soliste. Donc, ils prenaient Ron Carter à la contrebasse ou des trucs comme ça. Mais du coup, ils savaient que son truc allait prendre une super dimension parce qu'il avait un très bon soliste qui allait lui faire un truc terrible. Moi, j'ai jamais fait ça, mais il y a des astuces comme ça que certains peuvent trouver. Mais moi, Sard, ça m'a intéressé quand j'avais rencontré Bertrand Tavernier pour Quai d'Orsay, et je devais lui faire, il m'avait expliqué ce qu'il voulait pour la musique. Et c'était à la fois sur le Quai d'Orsay. Oui, mais en fait, je devais lui faire musique, et puis il m'avait dit, voilà, je voudrais un truc, je voudrais qu'il y ait du didgeridoo. Et je me disais, bon, je commençais un peu, moi, à me compliquer d'ailleurs, mais j'avais pas encore, je me dis, en écoutant ce qu'il me disait, je me disais, il faut pas que je fasse des trucs un peu, genre, des reportages sur la politique sur France 5 ou les trucs où il y a une espèce de musique un peu néo-Philippe Glass ou un truc. Je me dis, ça c'est le truc à éviter. Ce qui est génial avec Tavernier, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui donne confiance aux gens avec lesquels il travaille. Et puis finalement, avant même que j'ai commencé à faire quoi que ce soit, il s'était rabiboché avec Philippe Sard. Et donc, il m'a demandé quand même de lui faire certains morceaux pour des choses très précises. Mais c'est Sard, l'ordonnance de Tavernier, c'est Sard qui l'a faite. Et quand j'ai vu ce qu'il a fait, je me suis dit, vraiment, il est brillant, parce qu'il avait parfaitement intégré
ce que voulait Bertrand Tavernier. En même temps, il était allé dans ce truc un peu évident, le truc un peu néo-Philippe Glass, enfin néo, fait un peu Philippe Glass, mais il l'avait fait à sa façon, il avait intégré DJ, il avait tout pris, mais avec son talent à lui. Et je m'étais dit, je suis pas sûr que j'aurais réussi, je me serais peut-être compliqué énormément, et je pense que l'art aussi du musicien de musique de film, c'est d'avoir cette intelligence d'écoute, à la fois de ce que cherche à exprimer le réalisateur, et de ce qui peut servir le film. Parce que on peut penser, on peut en voyant certaines images, souvent, et dès qu'on lit les mémoires de n'importe quel grand musicien de musique du film, je parle pas de Manan comme moi, mais ils ont tous des sommes de frustration où ils ont fait une musique géniale pour un film qui a été foutu à la poubelle. Mais en même temps, parce que ce film, il faut que ça, et en même temps, c'est normal. Mais le nombre de trucs, même Léo Ferré avec Mocky, justement, je sais plus, il lui avait fait, je crois que c'est pour l'Albatros ou un truc, mais il s'est devenu, ce qu'a refusé Mocky, c'est devenu un des plus beaux disques de Ferré. Il y a eu un disque entier de Ferré, c'était des trucs qu'il avait fait pour Mocky, bon, Pink Floyd avec Antonioni, mais ça me paraît, voilà, c'est pas, ça me paraît normal, on est au service du film. Alors maintenant, on pourrait parler d'ailleurs pas de la musique, pas des musiques de film, mais de la musique telle qu'elle est traitée par le cinéma. C'est-à-dire, moi je vois que, on parlait des années 60-70, il y a eu quelques biopics comme ça, qui sont pas toujours d'ailleurs très réussis, sur des musiciens. Je pense à celui sur Ray Charles, à Amadeus, de Foreman, etc. Mais des courants musicaux, je pense évidemment au rock, par exemple, qui a quand même été un mouvement de masse, qui aurait pu se prêter à la création cinématographique. Il y a eu quelques films, il y a même eu des films des Pink Floyd. Pour moi, je suis assez réticent sur ces films-là. Ça paraît très kitsch quand on les regarde aujourd'hui. Mais quel film de Pink Floyd tu parles? The Wall, par exemple. Ah oui, ouais. Mais c'est... Oui. The Wall. Est-ce que tu as soit des documentaires, soit des films qui, pour toi, ont su saisir ce qu'a été ce moment de la musique populaire dans les années 60 et 70? Ce qui est marrant déjà, c'est pour ça que ça m'agace quand les gens mettent du rock à n'importe quelle occasion maintenant, c'est qu'à l'époque, à la grande époque, l'âge d'or du rock, il y a très peu de rock dans les films. Même quand il y a Blow Up d'Antonioni, on voit les Yardbirds jouer, mais le reste de la musique, c'est Herbie Hancock. Donc c'est pas... c'est dans les années 60, de la musique enfin voilà, on met pas les tubes rock de l'époque dans les films, ça se fait pas. Je fais une parenthèse et déjà tout de suite, souvent un poncif qu'on entend toujours, c'est parce que c'est toujours le snobisme. Ah ouais, Godard quand même, Sympathy for the Devil. Godard filme les Stones. Alors c'est un très bon exemple, justement, alors que vraiment il y a des choses que j'adore de Godard, mais c'est tout ce qu'il faut pas faire quand on filme la musique. Godard l'a fait. Et c'est le plus mauvais film sur la musique de tous les temps, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il est là. Il est là à un moment génial. Ils sont en studio, ils essaient d'enregistrer Sympathy for the Devil. On comprend qu'au départ, la sauce prend pas. C'est le moment où ces groupes-là, ils commencent à avoir tellement de moyens que de toute façon la bande elle tourne tout le temps en studio. Ils jouent, ils improvisent, et il se passe rien, c'est pas bon. Puis une ellipse, on voit Andy Azamski qui joue les Black Panthers, enfin toute une espèce de truc comme ça, de salade. Et puis après, le morceau il est là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu un moment magique, c'est-à-dire qu'il y a eu tout d'un coup quelqu'un qui a dû avoir une idée de maracas, qui a tout de suite la rythmique a pris une autre tournure, et tout d'un coup la sauce prend. Et 36 fois, moi ça m'est arrivé de me retrouver en studio avec des caméras, et 9 fois sur 10, c'est pareil, il faut de l'instinct pour percevoir ces trucs-là, et ça m'est arrivé, mais véridique, de diriger des cordes et de voir le caméraman qui, au lieu de filmer les violons, filme le son des violons qui sortent de l'enceinte. Tu vois, c'est vraiment le doigt et la lune. Par exemple, en France, quelqu'un comme Jérôme Lapéroussas, c'est le contre-exemple total. C'est-à-dire que tu peux le voir sur le site de l'INA, il filme au studio CBE, qui est toujours là, rue Championnet, qui n'a pas bougé. Il filme The Hazelwood en studio, et il y a une économie totale, c'est-à-dire que ils sont avec une caméra 16 mm, un preneur de son, je sais même pas s'il y a un éclairagiste, et donc avec quand même ils peuvent pas tourner très longtemps, c'est toutes les 10 minutes, faut changer la bobine et tout.
Et c'est magique, on comprend vraiment, on voit vraiment une séance de studio. Mais La Péroussaze, à l'époque, il a fait après ce film merveilleux, Continental Circus. Il a eu le prix Jean Vigo à 21 ans, il a représenté la France aux Oscars. Et c'était un film sur la moto, mais il s'est intéressé à la musique. Il y a un documentariste américain, c'est D.A. Pennebaker, et les films de Pennebaker sur Dylan, mais même après dans les années 80 sur Depeche Mode, c'est formidable. Le 101 de Depeche Mode, il a anticipé tout le monde dans lequel on est, c'est-à-dire que c'est une commande de la maison de disques de Depeche Mode, Mute. Et ils ont la bonne idée de demander à ce vétéran un peu qui avait filmé Monterey ou des choses comme ça, de filmer la tournée américaine de Depeche Mode, et au lieu de filmer le groupe directement, ils filment des gamins qui ont gagné un concours pour se rendre au dernier concert de la tournée, etc. Et à travers ces fans, en filmant les fans, il rend beaucoup plus justice finalement à l'univers du groupe, etc. Mais il y a eu des gens qui ont bien filmé le rock. C'est vrai que pour moi le meilleur c'est ce film de François Reichenbach, à la mémoire du rock, qu'on trouve sur internet, on peut le voir. Et quelle année en fait il est sorti en 62, c'est fait en 61. C'est étonnant comme titre, à la mémoire du rock, comme si, alors que c'est le début plus du rock, ben non, a priori. Parce qu'en 61, pour les gens comme ça, c'était avant c'est pour ça que ça me fait toujours marrer, les Beatles, on dit c'est le début, mais c'était un revival, les Beatles. En 61, le rock était en train de se faire détrôner par le twist et les yéyés. Donc le rock du début, c'était la fin. Donc il avait filmé ça comme un témoignage. C'est un concert au Palais des Sports où il y a Johnny, Vince Taylor, je crois qu'il y a Eddie Mitchell. Mais les gens étaient persuadés en 61 que c'était un truc qui était en train de s'éteindre, et comme il y avait eu le mambo, le cha-cha, plein d'autres choses, et les jeunes, la culture jeune allait passer à autre chose, mais ça paraissait impensable. Et c'est pour ça que quand on m'a dit vous êtes un passéiste sur la musique, etc. Mais le rock, ça a toujours, tous les gens qui ont essayé de faire avancer les choses dans le rock étaient non pas des passéistes, mais des gens extrêmement respectueux de ce qui avait été fait. Et les Beatles ils ont commencé par reprendre les choses là où on les avait laissées en 56. Et donc le British Boom en 62, etc. C'est des groupes anglais qui étaient, que ce soit les Beatles ou les Stones avec le blues et tout ça, qui étaient des amoureux du rock américain des débuts, ou du blues dans le cas des Stones. Je crois que c'est Malcolm McLaren m'avait dit que Jeff Beck lui avait dit qu'avec les Yardbirds, ils avaient joué, je crois, à l'Apollo de Harlem, mais ils étaient terrorisés. Ils se disaient, mais on leur a tout pris à ces mecs-là, comment on va pas aller jouer là et tout. Et donc ce film de Reichenbach, c'est un film de 10 minutes. Il est très beau, et c'est pas très loin dans l'utilisation du son de Godard, parce que comme il n'y avait pas de son synchrone, il a pris, je pense, des archives de la radio qui avaient retransmis le concert en disant, comme il y a eu des bagarres, des choses, il avait mis de la musique classique. Peut-être répondre maintenant du tac au tac en te posant des questions sur acteurs, etc., des acteurs que tu as connus. La première question, évidemment, puisque tu as connu quelqu'un qui a traversé le cinéma européen et français de manière parfois comme une étoile filante, c'est Jean Parvulescu. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque d'excellents souvenirs, bien sûr, et une grande poésie. Mais je pense que on est ici dans l'appartement de Dominique et Jacqueline Deroux, et c'est très émouvant d'être ici parce que il était très lié à Dominique Deroux. Et je trouve que la première fois que j'ai croisé Jacqueline Deroux, c'était un colloque sur Parvulescu à l'école normale supérieure, et elle avait une phrase magnifique. Elle disait que c'était quelqu'un qui permettait une approche poétique du quotidien ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle a dit beaucoup mieux. Mais voilà, c'est un personnage fantasque dans lequel il y avait une grande poésie. Mais moi, avant de le rencontrer, j'avais lu des choses de lui quand j'avais, disons, entre 18 et 20 ans, mais qui étaient des choses beaucoup plus politiques. Et il écrivait dans des revues dans lesquelles j'avais aussi collaboré, et je comprenais rien à ce qu'il disait, mais ça me paraissait merveilleux. On a parlé assez peu, au fond,
des acteurs qui t'ont marqué, des comédiens, la séparation entre comédien et acteur, qui est aussi un peu un cliché, mais tu pourrais quand même nous dire quelque chose sur ces acteurs que tu as aimés. Je ne sais pas, je trouve en tout cas, ceux que j'admire, c'est ceux et celles que j'admire, c'est celles où quand on les voit, on se dit, je pourrais pas arriver à faire ça. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que, il y a des compositeurs, il y a des cinéastes qui peuvent plaire justement parce qu'on se dirait qu'on pourrait le faire. Je parle de n'importe quel spectateur. Et moi, je suis plutôt attiré par ceux, je sais pas parce que ce qu'ils vont faire est compliqué mais quand même où je trouve que c'est bien les gens qui mettent la barre un peu haut, quoi, en tout cas qui essayent. Il faut parler des personnes quand elles sont en vie. Celui que je trouve qui est extrêmement touchant actuellement, c'est Delon, parce que on sent chez lui une grande détresse quand même. On a presque envie de l'étreindre, de l'embrasser, de lui dire mais attendez, et on sent une solitude et c'est quelqu'un qui a l'air complètement inapprochable, mais qui est intimidant, et c'est triste parce que je pense qu'il pourrait voilà, et cette espèce oui, c'est tout ce qu'il peut dire sur l'époque actuellement, moi je trouve ça extrêmement touchant. Et Delon, je sais pas comment on peut lui exprimer. Faudrait un défilé de voitures américaines sur les Champs-Élysées, comme pour Johnny. de DS, de DS, mais il y a quand même les Américaines avec Melville, lui, qui aimait bien on pourrait faire un cortège comme ça loin des Champs-Élysées pour lui dire mais ça me touche beaucoup. Quelqu'un avec sa complexité, moi que je trouve extrêmement voilà, enfin touchant. Quelqu'un qui pourrait nous émouvoir aussi, parce qu'il est presque un fantôme aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Léaud, qui est très différent de Delon, mais qui semble maintenant complètement étranger à notre époque. Oui, mais pas tant que ça. Enfin, j'ai passé un petit moment à Cannes avec lui il y a 3 ans, parce que j'avais fait la musique d'un film d'Eva Ionesco pour les 30 ans de Canal+, dans lequel il jouait. D'accord. Et on a passé un moment, c'était assez beau, parce que il tenait absolument à monter les marches. Pour moi, vraiment, le truc, qu'est-ce qu'on s'emmerde, hein. Déjà, elle est là, bon, et déjà avant la montée des marches, on était là en bas, là, et je voyais le type de Canal qui s'occupe du cinéma, qui le regardait, mais vraiment genre, vraiment le manant, quoi. On le traitait, et Léo était là, et en fait, il était super heureux de monter les marches, parce que, je sais pas s'il a eu un AVC ou un truc, mais alors, il est brillant, en fait, d'intelligence, mais il a un corps qui lui fait souffrir. Et donc, de physiquement arriver à monter les marches, il était super heureux d'y être arrivé. Oui. mais après, du coup, on s'est défilé, il y a un film qu'on n'avait pas envie de voir, et donc on s'est retrouvés là dans les jardins à côté du Palais des Festivals, et c'était merveilleux parce que personne ne faisait attention à lui, on était en smoking quand même et tout, et il y avait beaucoup de monde, personne ne voyait ce mec sur un banc, et qui se souvenait, 50 ans avant, il était là, il avait 14 ans, et il racontait, il disait, ouais, je m'étais fait draguer par, il disait, à l'époque, c'était chaque pays, les films représentaient le pays, donc l'actrice qui représentait le Japon, qui était pas beaucoup plus âgée que lui avait envoyé un mot, enfin, elle avait flashé sur lui, et il disait qu'il s'était retrouvé, il avait repris contact avec elle via Facebook, 50 ans après, et donc il se souvenait de tous ces trucs-là, et c'était un moment, c'est le genre de truc une émission qui a été géniale, qui était l'émission de Claude Ventura, Cinéma aurait pu capter ça, mais c'était voilà, j'ai trouvé Léo, oui, mais Samy, enfin des gens comme Samy Frey aussi, comme ça si on pense à certains acteurs. Léo a la rage aux dents, où il se promène, je crois, dans le cimetière Montparnasse, et il a une rage de dents, on voit hurler, évoquant avec cette rage aux dents, évoquant c'est quoi passé. Et Léo a la rage aux dents, ou à hurle-dents. Léo a hurle-dents. Voilà. Est-ce que tu es confiant sur l'avenir du cinéma français, ou tu penses que, comme certains de nos précédents invités, que tout est fini et que le cinéma va mourir à cause des séries, d'internet, et de ce monde qui s'enlise de plus en plus? Je ne sais pas, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans notre époque, c'est qu'elle présente des difficultés qui sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans. Mais moi, j'ai connu une époque où le cinéma, quelqu'un qui faisait un film, c'était pas forcément quelqu'un qui aurait dû être
cinéastes, mais qui se disaient cinéastes et qui avaient la force de conviction pour trouver des budgets, etc. Et c'était pas forcément très bien non plus. Donc, parce que être réalisateur de cinéma, on fait plus les cartes de visite dans le métro, mais on peut se faire une carte de visite, on met réalisateur ou acteur. Violoniste, c'est plus compliqué. Mauvais musicien ou un truc, on peut, mais il y a des trucs, alpiniste, mais cinéaste, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de familles où le talent de cinéaste ou d'acteur se transfère de façon génétique, comme ça, beaucoup plus que acrobate il y a des familles d'acrobates, mais dans le cinéma, c'est assez incroyable. Et en même temps, il y a des vraies familles d'acteurs et tout ça, de gens brillants, mais en tout cas, il y a une époque, je sais pas, le cinéma il y a 20 ans, c'était pas très intéressant, hein, et je trouve que le numérique, il a quand même un avantage, c'est que ça va créer une sélection qui sera pas sur le fric. C'est-à-dire qu'on peut rêver aujourd'hui quand même, et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont quand même une espèce de feu sacré qui, sans moyens, font des films. Je pense à Cheyenne Caron. Il y a des gens comme ça, ils ont tout le monde contre eux. Ils vont quand même pouvoir faire des films. Avant, c'était impossible parce que simplement, il fallait payer la pellicule. Donc déjà, je trouve que ça, c'est quand même une bonne chose. Et donc, ça met la technique au second plan. Parce que, bien sûr, je trouve qu'il vaut mieux un bon film intelligent et où l'image est pas parfaite qu'un truc parfait mais où finalement c'est complètement vide. Et je trouve que ça remet les idées et ce qu'on veut exprimer au premier plan. Et après, le numérique a plein d'autres défauts, en particulier pour la musique. Donc le fait qu'on peut mettre tout à n'importe quel moment, il y a des trucs d'ergonomie qui, finalement, il y a des facilités qui deviennent des obstacles. Mais je trouve que ça peut permettre des choses. Après, c'est sûr, par exemple, les producteurs, la plupart des cas, c'est pas des producteurs, c'est des personnes qui font un film en fonction, quand même, des financements qu'ils vont avoir, des financements publics, de la région, du CNC, et des chaînes et dans le cas des trucs les plus commerciaux, des chaînes de télévision. Donc ça, malheureusement, ça a un rôle très négatif. Et mais c'est pour ça que, par exemple, dans la musique, comme la musique a été très impactée par le numérique, tout d'un coup, ce secteur de la musique a été complètement sinistré. C'est une activité de production qui a perdu 70% de sa valeur en un peu plus de 10 ans. Donc, il y a eu des mécanismes pour aider la musique, comme des crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, moi, j'étais très réticent. Finalement, c'est ce qu'on a eu de moins pire. Parce que ça, au moins, c'est proportionnel à l'investissement des producteurs, justement. C'est-à-dire, plus on investit, plus on peut avoir des aides, mais tout ce qui est ce système de commission, de choses, il y a un arbitraire, et il y a quelque chose de très inégalitaire. Moi, j'ai été pendant deux ans à l'aide à la musique de film au CNC. Et c'était une époque où c'était la musique de long métrage pour favoriser la musique originale sur des longs métrages, mais c'était pour les budgets de long métrage de moins de 4 millions d'euros, et je pense qu'on distribuait 400 000 euros par an en tout, ce qui n'était pas beaucoup. Mais je m'étais battu, et je pense qu'on a gardé la règle depuis, pour essayer d'enlever tout ce qui pouvait... C'est-à-dire, moi, j'ai des avis hyper tranchés. Il y a des trucs, je me dis, mais le mec devrait aller en prison pour avoir fait un truc de merde. Mais mais en même temps, il y avait un cinéaste, je dirais pas le nom, qui disait, il faut qu'on donne plus d'argent à moins de films. Et je disais, non, on est là pour favoriser, pour inciter les producteurs et les réalisateurs à mettre de la musique originale, et nos goûts, ils doivent passer vraiment au second plan. Donc, concentrons-nous sur les dossiers, voyons quelle est la part de musique originale, si c'est fait ici, c'est-à-dire que souvent, quand même, les mecs prenaient l'argent ici, ils allaient enregistrer à Bucarest, on se dit quand même, vous exagérez, parce que après, vous allez pleurnicher en disant le statut des intermittents, mais quand il faut payer les charges sociales pour payer ces salaires des intermittents, là, il n'y a plus personne. Donc, on a essayé de se dire, même un film ignoble avec une musique horrible, si elle rentre dans les clous techniquement, puisqu'on est là pour les inciter à mettre de la musique originale, essayons de faire qu'il y ait une espèce de minimum, puisqu'on avait à peu près 40 films qui passaient dans l'année. On a essayé, disons, d'enlever de gommer un maximum ce côté arbitraire, pour essayer d'avoir des aides qui soient... Mais en tout cas, tout ce système-là, voilà, aujourd'hui, le système français que le monde entier nous envie, soi-disant, il est assez
il est assez double parce qu'il permet certaines choses. Bientôt un article pour le cri du contribuable. Le cri du contribuable, mais ça serait un beau film, ça. Je ferais un beau titre de film, le cri du contribuable, mercredi en salle. Mais Bernard Ménez qui pourrait. Non, mais je pense qu'on peut pas. C'est idiot, mais cet aspect économique. Si on n'a pas une réflexion là-dessus, on peut pas. Je pense qu'on peut que subir un certain nombre de changements. Et donc cette espèce d'art officiel qu'on connaît aussi en musique, mais etc. Où moi je le voyais en littérature aujourd'hui, où je vois certains éditeurs qui en fait font des contrats hyper bas pour les auteurs, tout en qui prennent un maximum de subventions après. Et qui après ne font rien parce que c'est leur intérêt, c'est-à-dire que s'ils se bougent pour que le bouquin passe de 1000 à 10 000, ça demande trop d'argent d'une certaine façon. Donc il y a tout un système comme ça. Moi, ça m'est arrivé sur des films de croire plus au film que le producteur du film. Et qui me dit, ah ouais, finalement, il est pas mal parce qu'il s'en fiche. Et finalement, donc il peut y avoir une espèce de ghetto, de prison dorée de l'underground dans le cinéma aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir des aides, on fera aucune entrée, mais finalement, tout le monde s'en fout. Épitaphe. Oui. Mais c'est comment ça, l'épitaphe? Ah oui? Qu'est-ce que ce serait? Oh là là. Mais c'est quoi une épitaphe, déjà? C'est l'épitaphe, c'est ce qu'on met sur la pierre tombale. Si le cinéma devait mourir dans quelques mois. Ah ouais. Quelques années. Jubilatoire. Non, c'est ça qu'ils disent en général sur les films. Studio Magazine. Jubilatoire, signé Studio Magazine. Comment ils disent maintenant un wishful film, là, movies, feel good. Un feel good movies. Bon, merci Bertrand. Merci les amis. Et c'était très bien. Vous avez parlé de Eustache? Non, on n'a pas parlé de Eustache. On va parler d'Eustache. Bah, j'ai pas grand chose à dire, moi, sur Eustache. Quand tu parlais de la pellicule, vas-y, parle un peu de ça. tu sais que Eustache faisait ses films avec les restes de pellicules de Godard, ouais. Ah ouais? Donc c'était possible de faire du cinéma sans argent. Ouais, mais le Père Noël aux yeux bleus, le Père Noël aux yeux bleus, c'était des bouts de pellicule qui n'avaient pas été utilisés. Vas-y, répète-moi. Non. Si. Moi, c'est terminé.